Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je parle des liens complexes tissés entre la démographie et la géopolitique. Un monde sans enfants sera nécessairement un monde de vieux. Mais s'il ne reste que des vieux, qui fera la guerre ? Un monde de vieux sera-t-il un monde sans soldats ? Et un monde sans soldats, est-il un monde en paix ? Ou plutôt, un monde où les robots font la guerre ? Et qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça ? Et pourquoi ces questions éthérées et vaporeuses nous aideraient à comprendre ce qui se passe en Ukraine et ce qui pourrait se passer à Taïwan ? Vous le voyez, pour cet épisode, j'ai un lourd cahier des charges. Alors, avec qui mieux s'atteler à ces sujets que David Vauclair, expert en géopolitique, professeur comme moi à l'Hillery et néanmoins ami. Bonjour, je m'appelle David Duhamel et suis professeur d'économie à l'Hillery et enseignant à Sciences Po Paris. Je vous parle du monde dans lequel on vit et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. Bonjour David Vauclair. Bonjour David Duhamel. Je suis très content que nous soyons ensemble ce matin pour discuter démographie et géopolitique. D'abord, deux choses. Il faut que nos éditeurs sachent que nous connaissons. Nous travaillons ensemble à l'Hillery. Tout à fait. Je crois que même on peut dire qu'on s'apprécie. Je pense qu'on peut le dire. Enfin, en tout cas, je sais que je t'apprécie davantage que toi, moi, mais ça c'est normal. Voilà, plus officiellement, tu es aussi l'auteur d'un livre intitulé Géopolitique des religions et des spiritualités. C'est exact, aux éditions Erol, oui. Tout à fait, qui synthétise ces questions en fiches extrêmement utiles et sur lesquelles je me suis et je vais m'appuyer. Un monde sans enfants, je l'ai martelé, c'est nécessairement un monde de vieux. Or, si tous les pays vieillissent, si nous sommes destinés à devenir comme le Japon, un pays où la moitié de la population a 50 ans et plus, ne serons-nous pas alors forcément un monde en paix, puisque, en théorie, les seniors ne sont pas belliqueux? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que la pacification du monde va dépendre essentiellement des résultats économiques qui sont liés justement au vieillissement de la population. Parce que si la population vieillit mais que personne ne peut s'occuper d'elle, on va se retrouver avec des tensions internes qui seront des tensions importantes et d'autant plus importantes que souvent les populations vieillissantes ont plus de moyens. C'est-à-dire qu'elles ont plus d'impact aussi sur le politique puisqu'elles peuvent très directement avoir une influence sur la manière dont sont financés, par exemple, les partis politiques. Donc il va y avoir à partir de ce moment-là un cadre qui est de savoir est-ce que le besoin des populations est un besoin auquel les États peuvent répondre ou beaucoup moins. Et si c'est beaucoup moins, les risques sont importants. Mais des risques géopolitiques ? Des risques, je dirais, politiques au départ, et puis géopolitiques ensuite, oui. Parce qu'au Japon, ils approchent de 50 ans d'âge médian, donc ça veut dire que la moitié de la population a plus de 50 ans. Je les imagine mal partir envahir la Mandchourie à nouveau. Alors, c'est tout à fait vrai, mais en revanche, ils sont aussi beaucoup plus prompts à réfléchir à une transformation de l'article 9, c'est-à-dire la constitution japonaise, pour permettre un réarmement réel du Japon. Parce que en vieillissant, on devient plus conservateur habituellement, et ce conservatisme peut entraîner aussi des instincts, je dirais, de sécurité qui sont plus forts. Donc tu es pas persuadé que le vieillissement va se traduire en pacification, et inversement, est-ce que tu penses que la jeunesse de certains pays, il y a certains pays qui sont encore extrêmement jeunes, est un facteur d'instabilité et d'agressivité ? Elle peut l'être. Habituellement, il y a souvent une corrélation. Parce que, mais de nouveau, ça va dépendre de la capacité à pouvoir combler cette jeunesse. Et la combler, ça signifie lui permettre de pouvoir de développer son potentiel. Ça signifie est-ce qu'il y a suffisamment d'efforts qui sont faits au niveau de l'éducation. Et la réponse pour le moment, transversalement, est plutôt non. Le vieillissement est inéluctable, mais il n'arrive pas au même moment ni à la même vitesse selon les pays. La Corée du Sud vieillit à la vitesse de la lumière. Le Niger a toujours 15 ans.
En 2100, il devrait y avoir 24 millions de Coréens, soit la moitié par rapport à aujourd'hui, et ce ne sera que des vieux. Et en 2100 toujours, il devrait y avoir 180 millions de Nigériens, soit 7 fois plus qu'aujourd'hui. Et la moitié, ce sera des mineurs. Dans le cas improbable d'un conflit armé entre la Corée et le Niger, j'ai le sentiment que l'avantage du nombre des Nigériens serait peu de choses face à l'avantage technologique des Coréens. Autrement dit, que la puissance, c'est le nombre, si la technologie est plus ou moins la même des deux côtés, mais si ce n'est pas le cas, la technologie l'emporte sur le nombre. En résumé, pour faire la guerre, pas besoin d'enfants si j'ai des robots et des drones. Ça, c'est la solution japonaise. Voilà, mais le Japon, comme d'habitude, c'est un peu un phare dans la nuit et on suit, quoi. On voit ce qu'ils font et... mais ça réglerait aussi le problème de la puissance un petit peu. C'est-à-dire, après tout, peu importe que vous ayez 200 000 soldats, si moi j'ai 3 types qui contrôlent 200 000 drones. Oui, enfin, il y a toujours à un moment ou à un autre la question de l'attaque, et puis ensuite, derrière l'attaque, il y a toujours la question du contrôle. Et le contrôle se fait, en tout cas encore pour le moment, difficilement par robotisation. Mais la défense peut se faire par robotisation. La défense peut se faire par robotisation. La difficulté, c'est que il y a pour le moment, enfin, disons, la manière la plus efficace pour le moment d'y répondre reste malgré tout hybride, c'est-à-dire robot humain. Et donc 3, ça serait insuffisant. Même si j'entends effectivement ton argument, on se retrouve au niveau des équilibres à avoir malgré tout le besoin d'avoir des bots sur le terrain à un moment ou à un autre. Par rapport au robot, il y a une possibilité, mais derrière cette possibilité, c'est aussi une possibilité très coûteuse, vraiment très coûteuse, et parallèlement très coûteuse en énergie aussi. Donc c'est toujours intéressant de regarder la manière dont on peut se défendre. Aujourd'hui, il suffit de regarder le Yémen, par exemple, de voir les actions américaines et britanniques face aux Houthis, et on se retrouve donc avec effectivement une défense qui est une défense presque essentiellement robotisée et donc extrêmement violente, mais qui coûte un prix phénoménal, alors que de l'autre côté, les attaques des Houthis, ça se compte en dizaines de milliers de dollars pour finalement des résultats qui sont efficaces au niveau de la destruction. La défense américaine ou l'opposition, si vous voulez, américaine par rapport à ça, alors bon, elle se compte en dizaines de millions, voire centaines de millions de dollars. Je ne sais pas si ce développement technologique il va se faire aussi rapidement et je dirais de manière aussi fluide que tu sembles l'imaginer, parce que même quand on regarde au niveau du Japon, qui est donc une société qui a fait beaucoup d'efforts pour la robotisation, on se retrouve malgré tout avec des blocages. Et bon, dans une moindre mesure, ils sont en train de faire ça aussi en Corée du Sud. Ça va être intéressant de voir si effectivement ça fonctionne, mais surtout si c'est, je dirais, durable comme possibilité, parce que bon, l'huile de coude apparaît pour beaucoup comme étant plus écologique qu'une multiplication des robots qui, au niveau de leur construction, nécessite forcément une utilisation importante de nos ressources, notamment minières. À ce moment, je réalise que je n'ai toujours pas interrogé David Vauclair sur son domaine de prédilection, géopolitique et religion. Or, la question religieuse m'intéresse, car l'une des raisons de la baisse massive des taux de fécondité dans le monde entier, c'est le déclin de l'influence du religieux. On fait de moins en moins d'enfants pour Dieu. Je pose alors la question. Est-ce que tu dirais que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus religieux ou de moins en moins religieux ? Les deux. Les deux. On est dans un monde qui se sécularise de manière transversale, c'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à être religieux, mais l'être moindrement. On peut constater au niveau planétaire que si les gens continuent toujours beaucoup, 84% de la population mondiale se reconnaît dans une religion, c'est beaucoup. Ils se reconnaissent dans une religion, mais en étant habituellement moins pratiquants et moins croyants. En revanche, socialement, culturellement, ils se retrouvent toujours vraiment beaucoup dans ce cadre-là. Donc à ce niveau-là, le monde devient un peu moindrement religieux.
Le monde devient plus religieux parallèlement parce que la religion se déprivatise. Et donc, il n'y a pas particulièrement de retour du religieux en tant que tel, elle a toujours été là. En revanche, elle se déprivatise, ce qui signifie qu'elle est beaucoup plus présente au niveau des interactions qu'on peut avoir politiquement, à la fois à l'intérieur des nations et puis en même temps entre États aussi. Ici, David Vauclair fait référence au retour du religieux dans la sphère politique plutôt que privée. Comme par exemple dans des États dont les dirigeants instrumentalisent le fait religieux à des fins de contrôle politique. Par exemple, Erdogan en Turquie fait un virage islamique, ou Modi en Inde. Et puis parallèlement, il va y avoir aussi dans le retour des nationalismes et des désirs de souveraineté, le fait que la religion va être mise en avant. On peut penser au Duhovnost donc en Russie, on peut penser au mouvement d'indianisation mis en place, poussé très fortement par Modi. C'est toujours intéressant de regarder ce qu'écrivent ses ministres et donc son ministre des Affaires étrangères, Jai Shankar, son dernier livre, c'est Why Bharat Matter, et donc Bharat, c'est le nom hindi de l'Inde, et c'est pas neutre d'avoir un ministre des Affaires étrangères qui explique finalement de manière hindoue comment se place l'Inde dans le monde. C'est ça, c'est juste pour rappeler, l'Inde s'est scindée en 3 entités, 2 sont musulmanes, le Pakistan et le Bangladesh. L'Inde elle-même a une forte minorité musulmane et depuis maintenant 2014, un gouvernement très nationaliste, hindouiste, qui souffle un peu sur les braises de la division, on va dire, ethnique ou religieuse. Avec ce sentiment toujours un peu inquiet que peut-être les musulmans ont plus d'enfants que les autres, ce qui est le cas. Mais est-ce qu'ils ont plus d'enfants parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont plus pauvres? Ça c'est autre chose. Voilà, moi j'ai toujours ma vieille lunette marxienne là-dessus. Hein. Les musulmans, une fois qu'ils sont aussi riches que les autres, n'ont pas nécessairement plus d'enfants que les autres. Je pense que c'est toujours intéressant de réfléchir à l'aspect religieux parce qu'en fait c'est un aspect qui est très mobilisateur et qu'on a tendance à beaucoup oublier quand on est en France parce que notre pays est un des pays les plus désécularisés du monde. On est vraiment un pays étonnant, exceptionnel à ce niveau-là, tout à fait remarquable dans le sens où on a tendance à oublier la force et la puissance de ce qu'est le fait religieux et à quel point est-ce que ça peut être motivant. Et là-dessus, il faut quand même réfléchir que même en Europe, mais alors dans le reste du monde très particulièrement, ce levier religieux reste un levier d'une incroyable puissance. Et cette puissance-là va et a un impact sur le ventre des femmes et sur la manière dont elles sont traitées. Et donc je pense que omettre ou oublier cet aspect religieux, c'est souvent un danger parce que quand tu parles de culture, et c'est peut-être là où nous serons un peu en décalage, quand tu parles de culture, souvent dans la culture, un des aspects majeurs de la culture qui va être défendu par les gens, il y a cet aspect religieux-là. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Et j'y vais, droit au but, à la Marseillaise. Je lui demande, quel rôle a joué la démographie en Russie dans la décision d'envahir l'Ukraine? Alors, c'est une question qui est auquel il est difficile de répondre, tout simplement parce que on ne sait pas précisément quels sont l'ensemble des leviers qui ont mené Vladimir Poutine à décider de cette agression. Mais la démographie fait partie des raisons récurrentes qu'on peut entendre à la fois au travers de ce que disent les analystes russes eux-mêmes, et puis donc parallèlement, effectivement, ceux qui sont à l'international. On sait qu'en Russie, il y a environ 145 millions d'habitants. On sait que le taux de fécondité, merci, des femmes est bas puisqu'il est autour de 1,5, je crois. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on se retrouve avec comme problème constant pour le Kremlin la question de savoir comment faire pour maîtriser un territoire aussi vaste que le territoire russe, avec une population qui est somme toute trop
petite pour un territoire aussi important. Trouver une solution et avoir plus de personnes, ça signifie aussi peut-être voir du côté de l'Ukraine, alors c'est évidemment pas la seule raison, mais de voir du côté de l'Ukraine qui est une population de 43-45 millions d'habitants, et donc cette population-là, elle peut apparaître comme une population de Russes blancs finalement, qui serait considérée, ou en tout cas immédiatement qui répondrait à certaines des questions, on va dire, de Vladimir Poutine quant à son pays. Ouais, alors je suis assez d'accord. Il faut, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la natalité russe, il faut savoir d'abord que les Ukrainiens font encore moins d'enfants que les Russes, donc ce serait une solution à court terme, mais qu'en revanche, ça permettrait de rééquilibrer la part des Russes ou slaves et des Russes non slaves cet équilibre-là qui semble obséder un petit peu Poutine, avec une diminution progressive des Russes slaves au sein de la Russie. Donc ce sera une possibilité, c'est-à-dire prendre un paquet de Slaves qui sont là. Et je trouve que la question de la démographie s'invite vraiment en géopolitique autour de la Chine. C'est-à-dire qu'on a une question classique, centrale, qui est de savoir si la Chine va devenir la prochaine plus grande puissance. Eux espèrent que ça va arriver. Ils parlent de renaissance, de fermer la parenthèse justement de l'humiliation occidentale. En Chine actuellement, il y a 1,4 milliard de personnes, à vocation à être la première puissance mondiale. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui va arriver ce siècle chinois ? Alors, c'est toujours difficile n'étant pas particulièrement Nostradamus, mais disons qu'il y a un certain nombre d'arguments qui permettent de dire que de toute façon, la Chine est un pays sur lequel on va compter dans les décennies à venir. Ouais, là, tu ne prends pas énormément de risques. Non, je suis bien d'accord. Puisque effectivement, c'est déjà le cas aujourd'hui. À savoir si ensuite elle va devenir vraiment dominante, ça signifie finalement que beaucoup de choses se mettent en place de manière optimale pour elle, puisqu'il ne faut pas oublier que le pays lui-même est un pays fragile. Il faut quand même réfléchir au fait qu'il y a 30 ans, la Chine, c'était une Chine qu'on aurait pu décrire un petit peu comme dans Germinal, et puis qu'aujourd'hui, il y a toujours cette Chine-là qui existe, et puis il y a la Chine côtière qui ressemble à finalement un pays du 21e siècle, avec plus de 350 millions de personnes qui ont atteint un état de vie qui est similaire ou supérieur au nôtre. Mais il y a quand même encore 650 à 700 millions de personnes, ce qui est énorme, qui sont dans une forme d'entre-deux. Et la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que la Chine va réussir à poursuivre son développement économique, sujet que tu connais bien, pour pouvoir réussir à tirer l'essentiel, ou en tout cas une partie importante de ces 650 à 700 millions de personnes vers les classes moyennes chinoises, ou pas. Et si la réponse est ou pas, ça risque d'être très compliqué et d'entraîner un certain nombre de fractures intérieures qui seront extrêmement importantes. David Vauclair insiste sur le rôle du développement économique, et moi, je pense que c'est le développement démographique qui est la cause première. Que tant l'économie que la géopolitique lui sont tributaires et vont l'être de plus en plus. Or, en ce qui concerne la Chine et le risque géopolitique, il y a deux écoles, dont je parle d'ailleurs dans un épisode intitulé « Démographie et géopolitique, le nombre et la puissance ». Soit l'ascension chinoise est irrésistible, et alors la Chine, puissance montante, viendra se cogner contre les limites d'un ordre mondial forgé par les États-Unis, puissance dominante. Et alors le problème est bien la force grandissante de la Chine. Soit la Chine se sait déjà plombée par sa démographie, comprend qu'elle a une fenêtre d'opportunité, 10, 20, 30 ans max, avant de ne plus être capable d'agir. Et alors, le risque géopolitique ne dépend pas de la force chinoise, mais de sa faiblesse. Une faiblesse qui paraît inévitable si le pays s'apprête à perdre des millions d'habitants par an et au final 50% de sa population d'ici 2100. Auquel cas, il ne resterait que des centenaires, probablement joueurs de mahjong et pas vraiment des seigneurs de guerre. Mais est-ce que tu vois un risque géopolitique plus grand parce que la Chine devient forte ou parce que la Chine, tout en devenant forte encore de jour en jour, sait déjà que la courbe va s'inverser, que la faiblesse est inscrite ?
Je pense que c'est plus la question de la faiblesse qui entraîne des risques, parce que une Chine forte et une Chine qui est, je dirais, relativement assurée au niveau de son gouvernement. Et l'inconvénient de la Chine, enfin son avantage aussi, si on parle de manière amorale, c'est qu'elle n'est pas démocratique, et donc à partir de là, elle se retrouve dans un cadre où on a une figure autoritaire, Xi Jinping, et Xi Jinping a un pouvoir qui est un pouvoir quasi absolu. Ce pouvoir quasi absolu, il a comme avantage de pouvoir faire avancer les choses rapidement, et c'est d'ailleurs l'envie de l'Inde. Donc parallèlement, l'inconvénient, c'est qu'il y a aussi une responsabilité qui est une responsabilité unique. Ce qui fait que si les choses ne vont pas bien, très rapidement, il y a une remise en cause qui est forte de la part de la personne qui dirige, soit Xi Jinping. Xi Jinping, il se retrouve avec comme problème de devoir démontrer au peuple chinois et à ses élites qu'il sait ce qu'il fait et qu'il réussit. Or, plus il va se retrouver dans une situation de faiblesse, plus il va être tenté d'utiliser ses muscles pour montrer qu'il n'est pas aussi faible que cela, afin d'empêcher une remise en cause profonde de son pouvoir de manière interne. Montrer ses muscles, c'est Taïwan. Montrer ses muscles, c'est notamment Taïwan, mais pas uniquement Taïwan, mais effectivement c'est Taïwan, et c'est la raison pour laquelle il y a une nervosité réelle de la part de la plupart des analystes et de la plupart des pays, à savoir si à un moment la situation ne pourrait pas rentrer dans une phase de guerre ouverte entre Taïwan et le continent chinois. On constatera par exemple que Monsieur Kishida, le Premier ministre japonais, il y a juste quelques jours, a décidé de maintenir et même d'augmenter les aides qu'il allait envoyer à l'Ukraine. Et la manière dont il l'a défendu dans son discours, de manière intéressante, c'était de dire « Nous pensons à l'Ukraine parce que qui sait si le prochain conflit ne sera pas dans la zone d'Asie de l'Est, ça, dans laquelle effectivement il se trouve, et on sait tous à quoi il pense. » C'est ça, il y a cette idée que finalement, ce que Poutine tente avec l'Ukraine, c'est comme une tentative, un test case pour voir ce que Xi Jinping pourrait tenter avec Taïwan. Et c'est là où la réaction de l'Ouest, on va dire, même si je mets le Japon et la Corée dedans, est vraiment étudiée de près, j'imagine, et à Moscou et à Beijing. Pour résumer, David Vauclair et moi pensons que la nervosité géopolitique, l'agressivité peut-être, de la Russie et de la Chine est dictée en partie par leur faiblesse démographique. Elles seront donc bientôt trop vieilles pour faire la guerre, surtout la Chine. Il leur faut donc agir vite ou renoncer à agir. Bon, dans tous les cas, merci beaucoup David Vauclair. Merci beaucoup David. C'était un plaisir et puis à très vite. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, consacré aux influences croisées de la démographie, la géopolitique et de la religion. Comme d'habitude, si cela vous a plu, partagez-le, laissez un commentaire, mettez les étoiles. Et si ça vous a pas plu, partagez-le quand même avec Erdogan, Modi, Poutine et Xi Jinping. Mais pas avec Trump, s'il vous plaît.